Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le sommaire. L'homme d'affaires béninois et PDG du groupe Tunde Olofinji Razak est décédé des suites d'une maladie selon des sources proches. Des précisions dans cette édition. Les élus de la formation politique de l'opposition, les démocrates, ont réagi mardi 20 août dernier pour avoir été empêchés à la criette. Ils s'y rendaient pour soutenir Frère Ovi, qui a été déféré devant le procureur spécial. Sport dans cette édition, le Bénin ne peut désormais compter que sur Dadji FC pour prolonger l'aventure africaine dans le cadre de la Coupe africaine des Nations. Coton FC a chuté lors des tours préliminaires de la CAF. Bonsoir à tous. Démarrons cette édition par un carnet noir. L'ancien PDG du groupe Tunde Olofinji, Tunde Razak, est passé de vie à trépas à 86 ans. Avant son décès, selon des proches, il suivait des soins de dialyse et était dans une chaise roulante. Tunde Olofinji Razak était à la tête d'un conglomérat diversifié, comprenant l'imprimerie Tunde, Tunde Motors, Tunde Transport et d'autres entreprises au Bénin. Au-delà de son professionnalisme, il était un homme engagé, œuvrant pour le développement de son pays et contribuant activement à diverses initiatives sociales et caritatives. Il faut noter que son inhumation devrait avoir lieu dans la foulée. Nos sincères condoléances à ses proches et à sa famille biologique. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, a reçu en audience en marge de la cérémonie de signature du document du Parc Podj de la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies, Aminatou Sarr, en fonction au Bénin depuis le mois de mai dernier. C'était le mercredi 21 août 2024. Au terme de cette visite de courtoisie et de prise de contact, Aminatou Sarr s'est prononcée. Elle est au micro de Canal 3 Bénin. C'était une visite de prise de contact. Comme vous le savez, je suis arrivée au Bénin que depuis mai comme nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies. Il m'a semblé important de rencontrer le président d'une institution comme l'Assemblée nationale, qui est un instrument fondamental pour la démocratie et le suivi de l'action du gouvernement. J'étais venue réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons un partenariat de plusieurs années. D'ailleurs, j'ai profité de la signature de cet accord entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale pour la gestion des élections. C'était une rencontre cordiale, mais aussi très importante pour discuter un peu des programmes communs entre les Nations Unies et l'Assemblée nationale, mais aussi pour parler de la vision que nous avons dans l'accompagnement que nous mettons pour renforcer la démocratie dans le pays. Le président a profité de cette occasion pour parler aussi de sa vision, une vision où l'Assemblée nationale est le lieu où les partis politiques, où les dissensions sont effacées parce que les parlementaires servent le même peuple et que c'est important que les lois et les décisions qui sont prises au sein de l'Assemblée nationale soient là pour renforcer la paix et la démocratie dans le pays. Autant de valeurs qui sont en lien avec celles des Nations Unies, et j'étais venue pour réitérer notre engagement auprès de son institution, de continuer à l'accompagner, et je me réjouis d'être invitée pour témoigner de ce partenariat-là avec la signature de cet accord entre le PNUD et l'Assemblée nationale.
Steve Moussou, alias Frère Ouvi, ne s'est pas présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET, le 19 août dernier, comme annoncé. La sécurité a été renforcée autour de l'institution très tôt dans la matinée du lundi. Les députés du Parti Les Démocrates et quelques autorités venues le soutenir n'ont pu le faire. Ils ont été retenus par les forces de l'ordre à l'entrée de la criette et ils se sont exprimés au micro de ZAE TV. Nous avons appris qu'aujourd'hui, il va être présenté, tout au moins un déferment. Et c'est à ce titre que nous nous sommes dit, mais tiens, il faut quand même qu'on vienne le soutenir. Comme vous voyez avec moi, c'est tous les députés du Parti Les Démocrates. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et il nous a été servi qu'il ne se présentera pas, on ne l'amènera pas. C'est ça qu'on nous a servi, disons les forces de sécurité. Attendons de voir si c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Mais nous ne pouvons pas quand même se prêter à ce jeu. Donc nous attendons. Et si vous constatez bien, tout autour de vous, il y a nos militants. Il y a les militants, il y a les populations de Cotonou et environ qui sont venus témoigner de leur proximité à notre frère et à nos compatriotes. En tant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des broches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui. Toute la population béninoise est de cœur avec le frère Rouvi. Frère Rouvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici pas pour dire que Frère Rouvi a tort, Frère Rouvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République. Rebondissement dans l'affaire Frère Ouvi, le parquet de Lomé a réagi dans l'affaire Steve Moussou, alias Frère Ouvi, selon le communiqué rendu public par le procureur de la République du Togo. Steve Moussou a été enlevé à Lomé par 4 Béninois en complicité avec une Béninoise résidant au Togo et un jeune étudiant togolais. Les 2 derniers ont été interpellés et présentés au procureur de Lomé vendredi dernier et ils ont été inculpés pour complicité par un juge d'instruction et sont sous mandat de dépôt désormais. Quant aux 4 premiers acteurs, un mandat d'arrêt a été mis contre eux. Nous y reviendrons avec des images et des sons dans nos prochaines éditions. Pour une énième fois consécutive, le gouvernement du Bénin a célébré le 23 août dernier la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, juste comme à l'accoutumée. C'est Ouidah, la ville océane, porte de départ de milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage qui a abrité les manifestations. La célébration a connu la présence des afro-descendants d'Haïti, Guadeloupe, Martinique, Belgique, etc. Mais cet élément de loi TB que je vous invite à suivre retrace les faits et aborde la loi du Bénin en faveur des afro-descendants. Suivons ensemble. Le panel de discussion porte sur la thématique les acteurs animateurs de la mémoire et de la traite négrière transatlantique à Ouidah et leurs initiatives. Il se tient dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, édition 2024. C'est une journée qui est très émouvante parce que ça me ramène, disons, on le vit de manière intérieure et même en faisant le parcours, la marche sur la route des esclaves, on ressent certaines choses que peut-être qui étaient enfouies entre nous. En tous les cas, je suis content d'être revenu aux racines. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition nous rappelle aussi un devoir de mémoire qui ne peut se faire que dans un climat apaisé, dans lequel Ouidaniers, Béninois et Africains assument leurs responsabilités pour s'ouvrir à nos frères et sœurs afro-descendants. Ce devoir de mémoire qui nous incombe doit être transmis à la jeune génération par toutes les manières afin que cette tragédie
ne tombe point dans l'oubli. À ce rendez-vous du rappel de la traite négrière et de son abolition, plusieurs afrodescendants venus témoigner leur entière satisfaction au sujet de cette initiative perpétuée chaque année. Entre autres activités prévues pour commémorer la journée, une projection du film La couleur de l'esclavage de Patrick Bosselin. Cela fait 30 ans que cette journée internationale est célébrée parce qu'elle est constitutive de notre histoire et intégrée dans la tradition de nos résiliences. Avant 1994, année de la première célébration, la mémoire de l'esclavage a déjà fait l'objet au Bénin d'un vaste programme de réhabilitation des sites et espaces où les événements ont pris souche et se sont développés. Le fort portugais, la place aux enchères, le mémorial de Zungbodji, la route de l'esclave et la porte du non-retour, dont la restauration, le redimensionnement sont en chantier, en constituent les symboles forts. L'autre communication qui a mobilisé les attentions lors de cette célébration aborde l'état des connaissances au travers de sources écrites, archéologiques et les mémoires sur la traite négrière au Bénin. Des échanges qui rassurent davantage les afro-descendants. 13 pays de la CEDEAO et du Sahel se réunissent à Cotonou du 27 au 29 août prochain pour les assises de la 6e consultation régionale des institutions nationales des droits de l'homme. Une rencontre majeure dont les principales articulations ont été dévoilées aux médias le 22 août dernier par Sidi Katou Adamo Rondete, présidente intérimaire de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le reportage est signé Canal 3 Bénin. Malgré leur contribution remarquable à la promotion et la protection des droits humains dans leurs États, les institutions nationales des droits de l'homme, INDH, de la sous-région, restent éprouvées par de multiples défis. Le rendez-vous de Cotonou est le cadre qu'elle s'offre pour évoquer les préoccupations nouvelles et persistantes. Il se pose des problèmes, entre autres, en termes de manque d'indépendance et de financement adéquat, la lacune institutionnelle et organisationnelle et dans certains cas, la fermeture complète, comme il a été donné de constater malheureusement dans certains pays. À une plus grande échelle, l'Afrique de l'Ouest est en proie de divers défis domestiques et transnationaux qui ont affecté le travail des institutions nationales des droits de l'homme, consistant à garantir le respect et la protection des droits de l'homme dans notre sous-région. Les préoccupations liées à la paix, la sécurité et le droit à l'éducation sont au centre de cette 6e consultation régionale. Une place de choix va être accordée aussi à la question des migrants et des déplacés internes. Les membres du réseau des INDH de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel vont prendre part à cette rencontre des 27, 28 et 29 août 2024 à Cotonou. À leur côté, les représentants de la Commission de la CEDEAO et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une délégation du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel est également attendue, de même que des délégués de la société civile béninoise. Nous avons 5 thèmes à développer au cours de cette consultation. 1. Les institutions nationales des droits de l'homme, migration et déplacement interne. 2. Les institutions nationales des droits de l'homme et droits des enfants déplacés internes à l'éducation. 3. Les institutions nationales des droits de l'homme et sécurité croissante. 4. Consolidation de la démocratie et respect de l'état de droit. Et enfin, les institutions nationales des droits de l'homme face aux entreprises et les droits de l'homme. Les discussions vont prendre la forme d'un dialogue interactif pour faciliter les échanges. Les attentes de la Commission béninoise des droits de l'homme sont nombreuses en termes de partage d'expériences sur la question des déplacés internes, vécue depuis plusieurs années déjà par d'autres INDH de la sous-région.
Le Conseil national de l'éducation a organisé en collaboration avec les ministères sectoriels un atelier de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. Les travaux qui ont eu lieu les jeudis 22 et vendredi 23 août à Cotonou ont connu à l'issue plusieurs résolutions. Et c'est pour la réussite d'une nouvelle année académique. Voici les impressions de quelques participants au terme de cette assise avec Canal 3 Bénin. C'est une évidence que le présent séminaire contribuera substantiellement à renforcer la qualité de la gouvernance administrative et pédagogique du secteur de l'éducation et d'améliorer ainsi les performances. Il a défini les bases pertinentes de gouvernance administrative et pédagogique pour assurer la réussite de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. En effet, les objectifs escomptés pour le séminaire sont atteints. En témoigne le niveau de mise en œuvre de la feuille de route du séminaire précédent et la qualité de la feuille de route du présent séminaire. La pertinence des activités et l'engagement des divers acteurs à leur mise en œuvre effective rassurent sans nul doute d'une bonne réussite de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 journées. Ces résultats sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution des nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. Après une pause depuis 2024, le Programme national de lutte contre le paludisme a décidé cette année de relancer le cours national de paludologie, une formation réservée aux acteurs du système sanitaire du Bénin dans le cadre de lutte contre le paludisme. La cérémonie de lancement officiel de ce cours s'est déroulée le lundi 19 août dernier à l'Institut régional de santé publique à Ouida. Plus de précisions avec l'ORTB. 10 ans après, le cours national de paludologie reprend pour le grand bonheur des communautés. Des cadres, des ressources humaines avertis sont retenus pour ce cours qui a pour but de mettre en place des stratégies en vue de l'élimination du paludisme. Les stratégies qui sont mises en œuvre par le ministère de la Santé à travers le Programme national de lutte contre le paludisme sont entre autres celles pour assurer le diagnostic, la prise en charge des cas, la lutte contre le vecteur, mais également la communication pour un changement de comportement, pour venir à bout de cette endémie. Par rapport à la lutte, beaucoup de stratégies, depuis 2014, beaucoup de stratégies ont été mises en œuvre. Vous êtes d'accord que c'est l'opportunité d'informer les acteurs qui sont sur le terrain et les professionnels de santé des nouvelles stratégies qui existent afin qu'ils aient les éléments qu'il faut, la connaissance appropriée pour vraiment mener une lutte relativement vraisemblable pour qu'on aille à l'élimination du paludisme dans notre pays et dans la sous-région. La lutte contre le paludisme appelle à une approche multisectorielle et une combinaison d'interventions. Les participants sont venus de tous les départements du Bénin. Ils exercent aussi bien au Programme national de lutte contre le paludisme que dans les formations sanitaires nationales qu'au niveau périphérique. Ils sont donc 26 à être sélectionnés. Médecins, pharmaciens, spécialistes de santé publique. Nous attendons juste qu'ils soient assidus à ce cours pour pouvoir intégrer les connaissances qui vont leur permettre et qui vont nous permettre de changer la donne. La formation se déroule sur 3 semaines. Au total, 7 modules seront parcourus, dont l'introduction à la paludologie. Les cours sont composés de théorie, de pratique et de visites
de terrain. Maintenant, je la tiens de mon père. Les personnes handicapées seront davantage prises en compte par les offres des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Le 22 août dernier, un atelier de réflexion s'est tenu à Cotonou à cet effet pour aborder les défis rencontrés par les personnes handicapées dans l'accès aux services financiers décentralisés et pour élaborer des stratégies visant à les surmonter. Cette rencontre organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a rassemblé divers acteurs clés du secteur pour discuter de ce sujet crucial. Et cet élément de Canal 3 Bénin nous édifie davantage. Une nouvelle page vient de s'ouvrir dans l'amélioration des conditions de vie des personnes porteuses de handicap au Bénin. La prise en considération de leur cas dans les offres de services des systèmes financiers décentralisés préoccupe ici la Direction générale de la microfinance. Ces acteurs mûrissent les réflexions et partagent les expériences. L'inclusion financière doit concerner tout le monde car les services financiers doivent être suffisamment mis à la portée de l'ensemble de la population béninoise. Et si, au niveau donc de cet ensemble, il y a des personnes qui présentent un handicap, le fait qu'il y a cet handicap ne devait pas véritablement les exclure de l'accès aux services financiers. Car ces derniers ont nécessairement des moyens à mettre en sécurité, donc ont des besoins vraiment d'épargner en toute sécurité auprès donc des systèmes financiers décentralisés. Il ne s'agit pas seulement de respecter les normes légales ou de répondre à des exigences réglementaires, mais c'est de rendre et de prendre conscience de notre responsabilité sociale, de l'impact positif que nous pouvons avoir. Les personnes handicapées représentent environ 16% de la population, une contribution non moins importante à l'économie qu'il faut davantage conforter dans la droite ligne des actions déjà engagées pour un mieux-être de cette couche de la société. Avec les orientations du PAG, Programme d'action du gouvernement, qui prévoit l'amélioration des conditions de vie des populations, y compris les personnes handicapées, le Bénin a adopté la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Des efforts doivent être menés dans le domaine de la microfinance pour permettre aux personnes handicapées de participer activement et convenablement à la croissance économique de notre pays. Au terme des échanges, des solutions concrètes sont attendues afin de rendre les offres des systèmes financiers plus accessibles et adaptées aux personnes handicapées. Destiné à améliorer la propreté et l'hygiène de la capitale économique du Bénin, le concours Cotonou Ville Propre a été lancé le mercredi 21 août dernier à l'hôtel Novotel. La cérémonie de lancement a été faite en présence du représentant du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, du préfet du département du Littoral, le Orunla, et du maire de la commune de Cotonou, Canal 3 Bénin pour le reportage. C'est un concours qui met en compétition 39 sites retenus dans les 13 arrondissements de Cotonou. L'ONG Bénin Ville Propre, à travers l'organisation de ce concours, entend sensibiliser les populations de la capitale économique sur les habitudes éco-citoyennes à adopter. Des descentes se feront respectivement les 24 août, ce samedi, le 7 et le 21 septembre. À chaque descente, un site insalubre sera visité par arrondissement par les équipes de supervision. Les critères de notation seront rigoureux, mais ils visent à encourager des pratiques durables qui bénéficieront à toute la ville. Chaque arrondissement aura l'occasion de démontrer son engagement pour atteindre ses objectifs communs. Nous allons tout faire pour que cet événement soit un événement de réussite, un événement de taille pour que la ville d'IA est propre, grâce à la mairie, le gouvernement, la préfecture de Cotonou, le ministère du Cadre de vie. Et nous voulons appuyer par rapport à les conseils que nous allons donner et ce concours pour faire sortir la population, à se mettre aussi dans la peau du gouvernement pour qu'on puisse nettoyer la ville. La salubrité, la libération des espaces publics et la pollution sonore
sont les principaux critères qui vont servir à évaluer durant ce concours de 4 semaines. L'initiative soutenue par la Société de gestion des déchets et de la salubrité est appréciée et encouragée par les autorités communales et préfectorales. Je voudrais inviter tous les élus locaux et municipaux de Cotonou à accompagner ce projet à travers des actions de communication et de sensibilisation dans leurs quartiers respectifs. Pour finir, je tiens à lancer un appel à toute la population pour participer massivement à ce programme afin d'inscrire leur arrondissement parmi les 3 meilleurs de notre commune. Nous nous engageons à rester solidaires de cette initiative. Nous souhaiterions d'ailleurs qu'elle se multiplie, qu'elle se généralise. Et vous pouvez compter sur nous, sur les chefs d'arrondissement de Cotonou, puisque le développement, qu'on le veuille ou pas, part de Cotonou et sera plus grand à Cotonou. Nous veillerons jusqu'à ce que cette initiative aille dans les autres villes, à ce que chaque autorité politico-administrative accompagne ce concours pour que tous les Béninois prennent conscience de ce qui est leur droit, mais aussi de ce qui est leur devoir. Le ministère du Cadre de vie et du Transport, en charge du développement durable, a également manifesté son soutien à l'initiative dont les hostilités démarrent le 23 août. Elles prennent fin le 21 septembre 2024. En partenariat avec les forces armées des États-Unis d'Amérique, l'état-major général des forces armées béninoises a organisé une opération d'aide médicale gratuite au profit des populations de Parakou et ses environs, ce à travers la cellule des actions civilo-militaires. C'était du mercredi au vendredi dernier. C'est l'école primaire publique de Tian qui a été choisi à cet effet. Cette initiative a permis, il faut le préciser, aux populations de bénéficier des consultations médicales de distribution de médicaments, puis d'être sensibilisées à la prévention des affections et autres. Canal Bénin a suivi la cérémonie de lancement que voici. Des consultations médicales, des distributions de médicaments, ainsi que des séances de sensibilisation à l'hygiène et à la prévention des affections. Ce sont là les différents services offerts aux populations au cours de cette opération, sans que ces dernières n'aient à débourser aucun copec. Cette action s'inscrit dans un cadre de renforcement du lien armée-nation, c'est-à-dire une symbiose entre les forces armées béninoises et les populations béninoises. Vous n'êtes pas sans savoir que les forces armées béninoises sont engagées en fait dans de multiples opérations de sécurisation du territoire national. Et pour atteindre des objectifs valables, il faut quand même un accompagnement permanent de nos populations qui sont le premier maillon d'acquisition d'informations pour nous. Établir la confiance entre la population et son armée pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Mirador, c'est donc l'objectif visé à travers cette aide médicale gratuite. Cette opération qu'on appelle action médicale gratuite est une opération liée à l'opération Mirador. Pour rappel, l'opération Mirador, c'est l'opération qui permet de sécuriser les frontières nord du Bénin. Alors, à côté des opérations, il y a toujours ce volet pour pouvoir aider les populations. Parce que il y a des pathologies qui ne sont pas prises en compte, il y a des blessures que les populations traînent. C'est grâce à cette action médicale gratuite que les populations sortent pour venir se faire soigner. Absolutely. So we're working right now with the Action Civil Militaire to continue building that relationship. Maintenant, ça c'est notre intention. On veut renforcer les liens entre les forces armées béninoises, plus spécifiquement de la cellule Action Civilo-Militaire avec la population béninoise. Les patients sont d'abord reçus à l'accueil par une équipe qui se charge de recueillir les données personnelles. Une fois la température, la tension et le poids notés, ils sont ensuite dirigés vers médecins pour un diagnostic plus poussé. Ils m'ont remis des comprimés buvables. Ça là maintenant, je vais aller au camp militaire pour la cardiographie le vendredi. Donc on les remercie pour tout. Que Dieu les bénisse. La consultation s'est bien passée et j'ai reçu une injection en plus les produits que voici. Donc ça, c'est à l'actif de l'armée béninoise en collaboration avec l'armée américaine. On ne peut que leur dire grand merci. Une armée qui est soucieuse
de la santé du peuple. C'est un grand pas. Démarrée ce mercredi 21 août, l'opération prend fin le vendredi 23 août 2024. Actualité hors de nos frontières, à présent au Mozambique, la campagne pour les élections générales du 9 octobre prochain s'est ouverte hier samedi 24 août. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de 1975, le Frelimo, affrontera notamment la Renamo, principale formation d'opposition issue d'une ancienne rébellion anticommuniste. Mais c'est une troisième candidature indépendante, celle de Venancio Mondlane qui pourrait créer la surprise. Et les inégalités et la gestion du conflit au Cabo Delgado devraient être au cœur des débats. Au Venezuela, le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dernier, dont le président Nicolás Maduro a été proclamé vainqueur, est convoqué ce lundi par le parquet pour une enquête pénale selon la convocation publiée sur les réseaux sociaux. C'est pour une audition en lien avec l'enquête portant sur le site internet où l'opposition a publié ses résultats de présidentielle. Selon la convocation, le procureur général Tarek William Saab avait annoncé vendredi dernier que M. González Urrutia serait convoqué, expliquant notamment que le site usurpait le pouvoir du Conseil national électoral CNE. Dernière information hors de nos frontières, la Chine affirme que ses gardes-côtes ont pris des mesures de contrôle à l'encontre d'un navire philippin après que celui-ci ait pénétré dans les eaux proches d'un atoll disputé en mer de Chine méridionale, selon les médias d'État de Pékin. L'annonce a été faite par la chaîne de télévision publique CCTV en utilisant les noms chinois de l'atoll disputé de Sabina et des îles Spratleys. Les gardes-côtes chinois ont pris des mesures de contrôle à l'encontre du navire philippin conformément à la loi et au règlement. Sport dans cette édition, Dadje en route pour rééditer l'histoire écrite autrefois par Esae FC pour le compte du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Dadje FC d'Aplaroué a accueilli le samedi 24 août 2024 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou l'équipe de El Kanemi Warriors FC du Nigeria. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est le club béninois qui s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi la qualification pour le second tour de la compétition. Plus de précision à travers cet élément de l'ORTB. Le coup d'envoi à l'instant qui est donné par les Nigérians de Al-Kanemi avec ce long dégagement de Zayad Moussa. Le renversement pour Dassi, le 1-2 qui fonctionne très bien. Assez bien joué de la part des joueurs de Daïe dans cette combinaison. La possibilité de prendre la frappe. Le gardien. Oui, je ne sais pas si vous avez vu la projection vers l'avant du jeune Dassi. C'est bien joué. On revoit tout magnifique, ça. Hein, très magnifique complicité entre Dassi et son milieu de terrain. Il a joué le plat de pied plutôt que de mettre de la puissance dedans. Le corner à suivre de Alako Pinto. À la reprise à bout portant qui n'est pas cadré, mais là c'était quand même bien joué. Hospice, apparemment vous la voyez au fond. Carrément, carrément. Il n'a pas su bien l'envoyer côté opposé. En fait, il devait juste croiser légèrement côté opposé. On va revoir, c'est très très bien joué. Le mouvement de la cheville en fait côté opposé. Attention à cette situation pour El Kanemi qui peut conclure sur cette action. Heureusement, la sortie du gardien. Très bonne sortie. Et surtout, Granquet qui réussit à dégager son camp. Ça peut aller très vite. Rahman Karim qui était à la CAN U20 en Égypte. U20 en Égypte, c'était au mois de janvier, février dernier. Attention à le... Qu'est-ce qui est penalty. Eh oui. Ouais, penalty, oui. Il y a eu la main. On va revoir tout ça pendant qu'on était en train de s'attarder de Rahman, de s'attarder sur Rahman. Eh bien, c'est allé très vite.
le centre instantané de Gaël Dassi et derrière, oh là 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 la là, main complètement décollée de ce défenseur Daniel Mondé. Complètement décollé. Et là, l'équipe de Dadia a l'opportunité de faire la course en avant dans ce match. Et c'est qui devant Mathieu Georges? C'est bien Blaise Salassi, le buteur du match aller, cette fois-ci qui va défier en duel Mathieu Georges. On retient notre souffle. Ça va faire 1-0. Le public qui, bien évidemment, l'accompagne, le motive. Blaise Salassi face à Mathieu Georges. Il prend son élan et c'est dedans. Superbe lucarne. Hors de portée du gardien, je dis bien, hors de portée du gardien. Et là, Dadia s'offre quand même, on va dire, un fauteuil confortable pour voir venir maintenant El Kanemi. Ah oui, même si une fois encore, il va falloir qu'il y ait ce deuxième but. Oh voilà, hors de portée. Il peut pas. Il n'y a pas mieux. Lucarne. Ah oui, magnifique. Ah, derrière le contrôle, malgré dans la difficulté du joueur nigérien, la frappe à bout portant. C'est pas vrai, l'égalisation sur cette action anodine. Les Nigériens qui reviennent au score avec Clément Natouam, à qui de cette frappe croisée surprend. Numéro 20, numéro 28, on va voir tout ça parce que là... Un second ballon qui n'a pas été récupéré. Et malheureusement, il n'y a pas eu ce centre d'anticipation de la défense sur ce numéro 28 du Nigeria, Clément Natouam. Et ça fait très mal à Dadia. Feliciano Moncho pour son pied gauche. Alanko Kenton pour son pied droit. Vous choisissez qui? Le pied gauche ou le pied droit? Un pied gauche fermé, deuxième poteau, ça peut faire but. Donc, avantage à Feliciano Moncho. Et c'est lui qui va le faire. Donc, il laisse plutôt le soin à son capitaine. Je vous ai dit ça pouvait faire deux. Et ça fait deux. Je vous ai dit ça pouvait faire deux. Le doublé pour Salassi. Le doublé pour Salassi. Magnifique. Attention parce que ils ont encaissé en restant déconcentrés après l'ouverture du score et les Nigérians sont revenus. Il reste encore 1 minute, rien n'est encore joué. C'est un tout préliminaire, ça va être intense pendant les 8 dernières minutes et les Nigérians ont procédé à des changements. Hugues part que 8 minutes, ça va durer, il reste encore 13 minutes au moins de jeu. Et là, Hugues, merci de rappeler cela. Je crois que c'est vraiment important donc de tempérer les ardeurs et on espère que le banc de touche et aussi les joueurs, dont le capitaine qui a réussi ce superbe coup franc, très bien travaillé, pied droit, qu'il a quasiment déposé sur la tête de Blaise Salassi, qui réalise le doublé. Ça fait 3 buts marqués sur l'ensemble des 2 matchs. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait, l'avant-centre de Dadia. Maintenant, ça va être un match des entraîneurs. Quel choix Koné va faire? Est-ce que l'équipe va jouer bloc bas et empêcher les offensives nigérianes? La sortie complètement manquée du gardien. À ça, les Nigériens vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Maïdougouri Adamou le renvoie sur sa ligne de Djemou Maoulolo. C'est chaud. Et il va se dégager comme il peut. Si Dadia se qualifie, ça va être vraiment historique pour le Koufo, pour tout ce département. Et ça va donner une bonne impression du championnat. Et ça aussi, c'est un message fort à tous ces clubs, je ne veux pas citer de ce département, où certaines équipes refusent d'aller en compétition africaine, prétestant qu'elle est très très coûteuse. Et c'est donc terminé, qualification historique de Dadia Football Club d'Aplaoué. On l'a annoncé que c'est peut-être un après-midi historique qui s'annonce pour Dadia FC d'Aplaoué. Hospice Metoli, à la fin, l'histoire s'est écrite.
Mesdames, Messieurs, ici prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et très bon début de semaine.